Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Alors la première ville du pays, c'est Memphis, la première capitale de l'histoire de l'Égypte. C'est là vraiment que commence l'histoire de la monarchie égyptienne. Pour comprendre comment cette monarchie s'est constituée, il faut partir explorer les nécropoles royales qui nous donnent à voir des paysages monumentaux centrés autour de la tombe du monarque. Sous la première et la deuxième dynastie, les pharaons se font inhumer dans la nécropole d'Abydos. Toutefois, au cours du XXVIIIe siècle avant notre ère, certaines tombes royales commencent à apparaître à Saqqara. D'énormes mastabas apparaissent en Basse-Égypte. Un même roi peut disposer de plusieurs tombes creusées dans différentes nécropoles. Il est courant d'ailleurs de se faire édifier un cénotaphe, c'est-à-dire un monument funéraire votif qui ne conserve aucun corps, dans un cimetière prestigieux. Par exemple, le roi Khâsekhemoui, qui a vécu durant la première partie du XXVIIe siècle avant notre ère, s'est fait ériger une tombe monumentale à Abydos et des monuments funéraires à Hiérakopolis et à Saqqara. La tombe royale est entourée des tombes des membres de la famille royale et de la cour. Les hauts dignitaires se font aussi construire des tombes monumentales. Il est intéressant de remarquer que les élites provinciales imitent à leur tour les usages de la cour. Les noms des dignitaires et de leurs serviteurs comportent l'élément « Ka » qui signifie l'âme, le double. On voit comme ça apparaître des prénoms comme Amka, Emaka, Merka, Setka, Waka, qui témoignent de la diffusion du mastaba. La multiplication de ces monuments funéraires pourrait aller de pair avec l'élaboration d'une nouvelle conception de l'au-delà et souligner un renforcement de l'emprise du pharaon sur les élites. Le monument funéraire le plus célèbre du plateau de Saqqara, c'est la pyramide à degrés érigée par le légendaire Imhotep pour le pharaon Djéser. S'il s'agit d'un nouvel édifice, il est le résultat d'une longue évolution qui remonte au début du IIIe millénaire. Il existait déjà de grands monuments à degrés à Saqqara qui avaient une fonction votive ou rituelle, mais la pyramide de Djéser souligne en fait la capacité du roi à mobiliser des ressources toujours plus importantes. Mais de quelle nature sont-elles? Et comment le royaume égyptien s'est-il enrichi à un point tel que le pharaon puisse se faire bâtir un monument funéraire aussi impressionnant? Les données archéologiques apportent finalement plusieurs formes de réponses. Des céramiques datées du début du IIIe millénaire, provenant du nord du Liban actuel, et des objets égyptiens découverts en Palestine et en Jordanie, témoignent de la poursuite des échanges avec le Levant. En plus, des sceaux et des étiquettes découverts dans les tombes d'Abydos et de Saqqara révèlent l'existence de domaines agricoles royaux dans le delta du Nil. En effet, la couronne fait construire un certain nombre de centres agricoles et productifs qu'on appelle Hout, qui signifie château, à différents points stratégiques du royaume. Ces institutions forment un réseau essentiel pour le fonctionnement économique. L'absence, encore une fois, de documents écrits concernant les rois qui se sont succédés, finalement c'est assez frustrant. La tradition fait de Narmer une sorte de père fondateur, si vous voulez, d'une lignée royale prestigieuse, parce que c'est la première de l'histoire monarchique égyptienne, mais qui n'est sans aucun doute qu'une fiction. Les annales royales, des textes administratifs listant les événements les plus marquants de chaque année de règne d'un roi, se contentent d'évoquer des constructions de temples, des cérémonies, des donations de terres aux sanctuaires et des expéditions militaires et commerciales. Certaines scènes qui ornent les parois des temples montrent le pharaon recevant les hommages des dignitaires et des offrandes venant de tout le pays. Et ces premiers pharaons de la monarchie égyptienne se montrent particulièrement prolifiques. Snéfrou, le premier roi de la 4e dynastie, fait construire 35 centres agricoles en un an. De nombreux toponymes de la région de Memphis conservent encore son nom plus de 1000 ans plus tard. Il entreprend aussi des expéditions militaires en Basse-Nubie et sur la côte libyenne et poursuit des échanges avec le Levant. Son fils, qu'on connaît mieux, Khéops, poursuit la politique de son père. Il intensifie le contrôle de la monarchie sur les routes permettant à l'Égypte de s'approvisionner notamment en cuivre. On ne sait malheureusement rien de la vie privée des rois de la 4e dynastie. Il n'est même pas certain que les constructeurs des pyramides de Gizeh soient vraiment les descendants directs de Snéfrou. Les inscriptions des tombes et des statues emploient souvent les termes père, fils, mais il faut les prendre avec beaucoup de précaution parce qu'il s'agit le plus souvent d'une formulation symbolique, politique, qui ne souligne en rien un quelconque lien biologique. En revanche,
Elle témoigne de la position exceptionnelle occupée par certaines femmes au sein de la monarchie memphite. On peut citer par exemple la reine Kenkaus Ière, épouse du roi Shepseskaf, qui, à l'image du pharaon, fait édifier un somptueux complexe funéraire avec tout le nécessaire, une pyramide, une cité pour loger le personnel chargé du culte de la défunte et des installations diverses comme notamment un grenier. Cet ensemble monumental souligne le rôle important que joue cette reine dans la transition entre la 4e et la 5e dynastie qui commence en 2500, avant notre ère bien sûr, et se termine en 2350. Cette période est marquée par de profondes évolutions en termes religieux, notamment dans la conception de l'au-delà. Les pharaons font ériger les premiers temples solaires en pierre et recouvrent les parois de leurs chambres funéraires des premiers textes des pyramides, un texte extrêmement long qui relate le parcours de l'âme du pharaon dans l'autre monde.